Paris, un après-midi d'octobre. Nous sommes dans un parc public du 13e arrondissement. À côté des enfants qui jouent dans le bac à sable, des mères de famille et des gardiens, un groupe d'hommes barbus s'entraîne au combat. Mais ce n'est pas une simple séance de sport. Nous les avons repérés sur Facebook, où ils postent régulièrement les vidéos de leurs entraînements. Un de nos journalistes a réussi à gagner leur confiance et à intégrer leur groupe. Après de longs échanges sur Internet, nous accédons à l'entraînement. De jour comme de nuit, même sous la pluie. Notre journaliste enregistre le son. Une autre équipe filme à distance avec une caméra discrète. Cet entraînement très particulier se termine toujours par une prière. Dans le groupe, un jeune de 24 ans et un de 17 ans. Ils parlent de leurs amis déjà partis en Syrie. Ils sont tentés eux aussi et évoquent le meilleur moyen de s'y rendre. Lui, c'était en Afghanistan, tu vois. Et franchement, les meilleurs moudjahidines, ils sont en Afghanistan pour moi. Ouais. Les meilleurs, eux, c'est la ou Cham. Et des fois, on va faire la Cham. Des fois, tu connais des fois qui vont passer en voiture? Ouais. Et une fois, ça passe en voiture. Ouais. Ah, ok, du moment que tu finis en voiture, tu partes en Tunisie. Ouais. Hein? Ouais, quand tu mets Tunisie, c'est cramé après, il y a beaucoup de mecs qui partent. Non, mais genre tu passes de la Libye, hein? Après là-bas, tu sais, même à l'aéroport, en Libye, c'est des frères c'est un trafic. Hein. Ah, mais pourquoi je vais partir jusqu'à la Libye après ou pas? Moi, je vais partir direct, frère. Toi, tu voudrais partir quand? Non, je sais pas, toi, mais je m'aurais bien parti. Deux Français ont créé ce groupe. Le premier est un salafiste qui se fait appeler Abou Aïssa. Sur Internet, il affiche son amour pour Daesh, le groupe État islamique. Le second se fait appeler Abou Abdelmalik. C'est un ancien braqueur d'origine antillaise qui s'est converti à l'islam radical à la prison de la Santé. Nous l'avons côtoyé lors de nos premiers entraînements, mais il ne vient plus. L'homme se serait envolé pour rejoindre en Syrie les troupes de Daesh. Plusieurs centaines de nos compatriotes sont sur place et ils menacent notre pays d'attentats. Comme ce jeune Français djihadiste. J'ai un autre message à passer au port de France. Toi, François Hollande, toi, toutes les gouttes de sang versées par ta cause seront vengées, car les jeunes de l'islam issus de France et les soldats de l'État islamique sont opérationnels. Sache que nous sommes là et nous sommes raffermis par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Les combattants de l'État islamique occupent un territoire grand comme la Belgique, à cheval entre l'Irak et la Syrie. Cette armée de 30 000 soldats répand la peur, exécute froidement ses adversaires, décapite sur la place publique. À la tête de ces terroristes, Abou Bakr al-Baghdadi, 43 ans, l'homme le plus recherché au monde depuis la mort d'Oussama Ben Laden. Il veut établir un califat où s'applique la charia. Dieu nous a donné l'ordre de combattre ses ennemis et de faire la guerre sainte, pour faire régner la religion et instaurer la charia. Daesh est extrêmement riche, puissant et surarmé. Il a volé du matériel militaire américain laissé en Irak à l'armée régulière. Des chars, des missiles et 3 avions de chasse saisis sur une base syrienne. Accélère! Depuis des mois, des Français radicalisés auxquels on offre un salaire et des voitures rejoignent massivement les rangs de Daesh. Qui sont-ils? Appel pour tous les musulmans dans tout le monde, et surtout nos frères en France. Vous aurez autant de meurtres, autant de tueries comme l'a fait notre cher frère Mohamed Merah rahimahullah. Vous avez peur d'un frère, il y en aura des milliers bidnillah azza wa jal dans le futur. La France est le pays européen qui compte le plus grand nombre de djihadistes au sein de Daesh. Nous avons réussi à infiltrer les filières de recrutement sur Internet en nous faisant passer pour l'un des leurs. Je fais un peu plus dans mon coin, comme un loup solitaire, comme ils disent. Oui. Allah, dans le Coran, il a dit que la charia c'est obligatoire, donc tu es pour la charia, tu n'es pas pour la démocratie.
Nous avons rencontré des candidats au départ, aux 4 coins de France. Salam alaikum. La France n'est pas peur de toi. À la porte que tu viennes, tu l'exposes. Arrivé à destination. Certains se sont convertis récemment. Et c'est des shit, franchement, je les égorge comme des moutons, il n'y a pas de souci. Nous nous sommes fait recruter et avons pris un vol en direction de la frontière turco-syrienne. Vous allez découvrir comment les futurs djihadistes passent entre les mailles du filet des autorités françaises, alors qu'ils sont parfois très jeunes. T'as quel âge? J'ai 15 ans. Le juge qui regarde vite. Ouais, j'avoue, moi aussi tu fais ça. Et moi, je vais à ma place. Nous allons vous dévoiler le vrai visage des moudjahidines français et leurs secrets. De la France à la Syrie, enquête sur les voyageurs du djihad. Un document exclusif. L'enquête commence en France. Je suis une jeune journaliste. Selon mes informations, les recrutements se font par le biais d'Internet, sur les réseaux sociaux. Je vais créer un faux profil sur Facebook. Celui d'une jeune femme qui souhaite faire l'Hijra, partir en terre islamique. Je m'appellerai Rachida Bouid. En moins de 3 jours, en m'abonnant à des groupes de musulmans radicaux, j'obtiens 273 amis. Parmi eux, j'identifie 70 Français. Des fous d'Allah qui se mettent en scène avec des armes, ils lancent un appel à la haine du mécréant. Un appel à combattre les chiites et l'Occident. Mes amis sont principalement des hommes, des combattants de Daesh en Syrie, en Irak ou des aspirants au départ. L'un de mes contacts est belge. Il raconte au jour le jour sa nouvelle vie de djihadiste sur une page ouverte au public. Il se vante même d'avoir tué sa première victime. Ma première victime, par la grâce d'Allah. Il y a aussi ceux qui postent des images de propagande. À les croire, le djihad ressemble à une vie de rêve. Les combattants ont de grosses voitures, des magasins de vêtements branchés, des villas de luxe, avec piscine. Pour remonter la filière des Français en lien avec le djihad, je me fais passer pour l'un d'eux. Je prétends vouloir me marier dans l'État islamique. Certains de mes amis français refusent de parler à une femme, d'autres en revanche cherchent une épouse. Ils sont curieux et entament la conversation. Je discute avec un certain Abou Tak-Tak. Sur son compte, il affiche en bannière le drapeau de l'État islamique. Ce drapeau noir ancestral à la gloire d'Allah est devenu l'emblème officiel de Daesh et de ses terroristes. Il pose devant, il l'utilise au moment des exécutions. Et sur sa page, Abou Tak-Tak publie aussi des images de têtes coupées. Après quelques échanges, il veut en savoir un peu plus sur mes intentions. Lui n'est pas encore parti en Syrie. Il se sait surveillé par la police, mais il me communique tout de même son numéro de téléphone pour discuter un peu. Allô? Abou Tak-Tak? Salam alaikum. Salam. Oui, c'est Rachida. Moi maintenant je te dis un truc, c'est honnêtement, c'est que quand je suis pisté, tu vois. Toi t'es quoi? Je suis pisté. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Du coup je peux pas faire ce que je veux. Je peux pas aller où je veux, je peux pas, voilà. J'ai même peur de fréquenter les frères pour te dire. Ah ouais? Donc je fais un peu tout dans mon coin, comme un solitaire comme ils disent. Ouais. Tu vois. Quelqu'un d'extrémiste, comme on dit, c'est qu'il aime extrêmement sa religion, il aime extrêmement Allah. Ouais. Quand t'es musulman et que t'es pro-djihad, que t'es avec les djihadistes, t'es d'accord avec l'État islamique, tu sais que Allah, dans quoi il a dit que la charia c'est obligatoire, donc tu es pour la charia, tu n'es pas pour la démocratie. Là maintenant tu représentes une menace. Rien que le fait de penser ça, ils ont plus confiance en toi, ils ont dit ils seraient capables de, je sais pas moi, ils vont te prendre pour un ERA ou je sais pas quoi. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, on parle de la Syrie et machin, moi je dis oui, bien sûr qu'il y a un djihad là-bas. On doit aller sauver la veuve et l'orphelin, et l'opprimé. Allah, il le dit dans le Coran. Ouais. Et t'aimerais y aller, toi? Non, ouais, j'ai pas envie de répondre comme ça au téléphone. Ouais, smahli. Pardon. Ça m'a fait plaisir de te parler. Merci, moi aussi. C'est le mec. Qui est cet homme? Je vais le découvrir lors d'un premier rendez-vous dans un café. Pour que mon personnage soit crédible, je revais un voile et une robe très longue,
une tenue entièrement noire. Direction le Val-de-Marne, en banlieue parisienne. Il m'attend pensant que je suis une candidate au départ, prête à me marier avec un djihadiste. Alaikum salam. Là, je viens d'arriver, là, je suis en face de la gare. Ouais, donc, je t'attends. Ok. À tout de suite, Inch'Allah. Salam alaikum. L'homme porte une longue barbe. Il est vêtu d'un camis noir et au moment de nous dire bonjour, entre nous, aucun contact physique. Et là, on va où? En fait, je voulais t'emmener quelque part voir un petit truc, tu vois. Je kiffe comment t'es habillé. C'est vrai? C'est le mec. Tout en noir, bien noir. Abou Taktak a 37 ans. Il a arrêté l'école en 3e et ne travaille pas. Il a déjà été marié, mais sa femme l'a quitté. Sinon, Rachida, tu voulais savoir quelque chose? Que genre, un truc que tu peux pas me dire sur Facebook, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des choses, je peux pas en parler. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est pour ça que je te dis autant profiter maintenant et pas après. Ouais, c'est pour ça, parce que du coup, après, je sais pas, tu vois, comme Facebook, c'est contrôlé et tout ça. Tu me disais, c'est... Bonjour. Du café, s'il vous plaît. Du café, puis un verre d'eau, s'il vous plaît. Merci. Parce qu'on marque qu'ils disent. Ouais, et c'est pour ça, toi, du coup, t'avais changé de compte, non? Ouais, maintenant, ils m'ont désactivé, en fait. Après, c'est moi aussi, j'exagère. Pourquoi? Il était peut-être coupé. Ah ouais. C'est grillé, après. On termine encore hier. Oui, du coup, après, forcément, mais... Bah ouais, je taquine un peu, quoi. Bon, après, t'es pas le seul, hein, cela dit, hein, c'est... Attends, je sais pas, les chiites, c'est normal. Les chiites appartiennent à une autre branche de l'islam. Ils sont présents essentiellement en Irak et en Iran. Ou en Irak. Ok. Au départ, je me dis, je retourne au bled. Après, le bled, c'est pas pareil. Le bled, c'est sûr, pour la religion, c'est mieux. Mais ça, c'est pas un pays islamique. Hein. Ouais, c'est ça. Au téléphone, tu m'avais dit, là, tu savais pas, toi, si tu voulais y aller ou pas. Là, ouais, allez. Ouais. Titi. Je vois plus comme genre me marier, partir avec ma femme. Ouais. Je suis surveillé grave. Ah ouais. C'est vrai qu'ils sont venus chez moi hier. C'est bizarre ça. La porte, ils me disent de sortir, ils m'ont fouillé, contrôlé. Ah bon? C'était la première fois qu'ils étaient déjà venus? Non, après ils me connaissent, mais comme ça, tu vois, venir contrôler pour rien, ouais. C'est bizarre. Du coup, moi, si je vais j'atterris en Turquie, je me fais attraper direct. Ah ouais. Après, j'ai peut-être une technique, moi, pour y aller. La technique, c'est de retourner au bled, tout simplement. De quoi? Retourner au bled, de l'Algérie. Ah oui. De l'Algérie, là, tu pars, tu vois. Il faut rejoindre l'État islamique, il faut pas rejoindre les autres, là, tu vois, les modérés, les machins. Parce que les frères de Moudjahidine dans les amis. Ah oui. Les Moudjahidine d'Irak, du Cham. Et à qui tu parles via Facebook et tout? Et alors, ça se passe comment là-bas? La France, elle a peur de quoi? Elle a peur que tu viennes et que tu l'exposes. Elle en a rien à foutre que tu vas en Syrie faire la guerre, je sais pas quoi, tu vois. Oui. Ce qu'elle veut pas, c'est qu'ils reviennent. Oui, là, ouais. Voilà, tu vois. Honnêtement, oui, la France, elle mérite. Je te dis honnêtement, elle mérite. Après ce qu'elle fait à des pays musulmans, tu vois. Après, elle va attaquer l'État islamique, tu vois, elle va fournir des armes, tout ça. Mais bon, j'irai pas faire quelque chose, c'est pas mon genre. Si j'ai envie de faire quelque chose, j'irai plutôt là-bas et tu vois ce que je veux dire. Selon Abou Taktak, la France mériterait un attentat. Si ces propos étaient tenus en public, il s'agirait d'un délit d'apologie d'actes terroristes, puni de 5 ans de prison. Abou Taktak n'aurait pas l'intention d'agir en France, mais il envisage de rejoindre les combattants de Daesh. Peu à peu, je gagne sa confiance et il va se livrer sur son passé. Quelqu'un a tapé ma sœur, un boxeur. Il a boxé ma sœur comme ça. Ah ouais? Ta petite sœur? Non, ma sœur Ginette. Ouais. Je lui ai tiré dessus, je suis parti en côté. Ah ouais? Je l'ai pas tué. Ouais. J'étais dans les jambes. J'ai fait les 4000 coups et 400 coups, franchement, dans le grand banditisme à l'ancienne, parce que j'avais une traite chez moi. J'avais des armes et tout, je me suis fait attraper avec. Après, je me suis calmé, tu vois. Je me suis calmé depuis la Aqida, tu vois, la foi que je suis. Depuis qu'ils ont vu que je suis extrémiste dans le sens où ils savent que je soutiens la charia et tout ça, là, maintenant, ils me le disent, c'est sûr. Après ces confessions, Abou Taktak n'oublie pas pourquoi il est venu. Il se lance dans une déclaration amoureuse, tout en me rappelant à l'ordre. Tu sais que je te kiffe bien, Rachida. Vraiment, c'est vrai. Mais des fois, j'ai même l'impression que je suis jaloux du fait que t'as plein de mecs, plein de frères en amis. Moi, mais Rachida, je me dis, si tu m'as parlé à moi, toi, tu parles à d'autres. Non, je parle pas... Moi, une femme qui est un peu bannie sur Facebook, c'est un peu comme si je la vois dehors, elle est avec des hommes. Et bref, c'était pour dire, tu vois, si je vois que voilà, t'as pas encore des amis, machin, peut-être que je vais me désintéresser de toi. Parce que moi, je suis sincère, Rachida, tu me plais. Vraiment.
fait au départ, je pensais pas, tu vois. Donc on se revoit bientôt. Inch'Allah. Abou Tak ne viendra jamais au deuxième rendez-vous. Car pour continuer mon enquête, je ne supprimerai bien sûr aucun de mes contacts. Et la stratégie va être payante. Dans quelques jours, je serai amenée à prendre l'avion. Au fil des heures, mon avatar sur Internet a de plus en plus de succès. Rapidement, la machine s'emballe. Un deuxième Français me parle. Sauf que lui est déjà en Syrie. Cette fois, c'est un djihadiste, un combattant de Daesh. Tu veux te marier et venir ou juste venir? Il me propose de nous marier par webcam via Skype avec la complicité d'un imam. Puis je devrais le rejoindre via la Turquie à l'aide d'un passeur. Chose encore plus surprenante, sur le réseau social, un groupe a même été créé pour trouver des épouses aux combattants. Tout est organisé, des conseillers prennent en charge les femmes en partance pour l'État islamique. Ok, tu prends ton billet pour Istanbul, puis après je te dirai quoi faire. Enfin, je vais m'intéresser à Abba Souliman. Ce Français a rejoint l'État islamique en Syrie depuis 1 an. Je vais désormais me concentrer sur ce profil, car je pense qu'il s'agit d'un gros bonnet du recrutement sur Internet. Sur Facebook, nous avons beaucoup de contacts en commun. Et sur sa page, le Français indique aux futurs djihadistes comment venir en évitant les services de police. Prenez le minimum de bagages possible. Le passage de la frontière se fait à pied, c'est tranquille. Pour les sœurs, évitez le niqab. C'est-à-dire le voile intégral. Habillez-vous en mode turc. Et pour les hommes, il conseille de se raser la barbe. Abba Souliman recommande de faire le touriste, mais d'être bien préparé. Pour les couples et familles, préparez-vous psychologiquement à être séparés pendant 1 mois. Les hommes vont directement au camp d'entraînement, les familles dans une grande villa. Selon la propagande de Daesh, voici à quoi ressembleraient ces camps d'entraînement de l'organisation. Les Français radicalisés qui arrivent en Syrie vont être davantage endoctrinés. D'abord, ils doivent changer de nom, puis leurs formateurs les endurcissent. Ils les conditionnent pour passer à l'action, ils les transforment en machines de guerre. Abba Souliman, le Français qui donne ses indications sur sa page a 25 ans. Il est originaire de Seine-Saint-Denis en banlieue parisienne et travaillait dans l'informatique avant son départ. Il est déjà marié, mais il souhaite avoir une deuxième épouse en Syrie. Après quelques échanges, il me parle de mariage et me propose de vivre avec lui et sa première femme. Et pour la première fois, nous allons communiquer par webcam. Allô? Il est sur le front, la réception est mauvaise. Allô? Tu m'entends? Allô, ça va quoi? Alaikum salam. Allô? Allô? Tu m'entends, toi? J'entends un peu, mais je vois rien. Tu me vois pas, toi? En fait, je vois juste un truc noir au milieu et derrière la lumière. Et voilà, ça coupe, j'entends quelques mots et après ça coupe. Impossible de parler plus longtemps. La conversation se poursuit par messagerie instantanée. En suivant ses conseils, je vais bientôt quitter la France. Te concernant, j'espère que tu n'as parlé à personne de ton départ et que tu t'es faite discrète. Je vais partir en Turquie pour voir comment se passe l'acheminement des Français vers l'État islamique. Mon vol est prévu dans quelques jours. Là-bas, une surprenante découverte m'attend. Mais avant, Abba Souliman, mon futur mari, me donne quelques derniers conseils. Si tu arrives avec 1000 € ici, c'est bien. Garde des euros, il y a beaucoup de bureaux de change ici. Prends un long voile de couleur sombre, noir marron, c'est bien. Un niqab aussi. Et puis je te conseille de la lingerie, parce qu'ici, c'est pas tip-top. Voici à quoi ressemble la vie au cœur de l'État islamique. La capitale revendiquée, c'est Raqqa, située à 1 heure de route de la frontière turque. Une ville syrienne de 200 000 habitants qui est aux mains de Daesh depuis juin 2013.
Sur ces images de propagande, les combattants défilent dans des véhicules militaires. Beaucoup sont américains. Ils ont été volés à l'armée régulière irakienne. Daesh possède aussi des chars et des missiles. Sur les places du centre-ville, ils crucifient leurs adversaires ou les fusillent. Des méthodes barbares pour terroriser la population. Une Syrienne a risqué sa vie pour tourner ces images dans le cœur de la ville. Elle filme en caméra cachée. Ici, c'est la charia qui s'applique. La prière en pleine rue. Des femmes en niqab. La police de la charia circule en 4x4 et affirme constamment son autorité. Et toi, viens là. On aperçoit ton visage au travers de ton voile. Je suis désolée, je ne savais pas que mon voile était un peu transparent. Tu dois bien faire attention et mieux te couvrir. Entendu. Désolée, je vous demande pardon. Voici l'un des cybercafés de Raqqa. Dans l'arrière-salle, une demi-douzaine de femmes discutent sur Internet avec leur famille. Elles sont quasiment toutes françaises. Vas-y, revisite-moi la maison. Ouais. Montre le frigo. Elles demandent à leurs proches de leur montrer leur maison et le frigo plein de vivres. Non, le frigo, dedans. Elles semblent avoir le mal du pays. Mais dans leur discours, elles ne doivent rien laisser paraître. Après, montre. J'ai pas envie de revenir. De quoi? Parce que je suis bien ici. Je compte pas revenir, Neymar. Moi, je me dis cash. Mais pourquoi il y a personne qui regarde? Faut pas qu'elle se mette dans la tête que je vais revenir parce que je vais pas revenir. J'ai pas pris le risque de venir ici pour revenir en France. Je reviendrai pas en France. Je t'ai dit, ça sert à rien de pleurer ou d'avoir peur ou quoi. Ce que tu vois à la télé, c'est faux. T'as compris? Il y a tout ici. Mais moi, je t'assure qu'il y a tout ici, Neymar. Il y a tout ici. Attends, Selon ces Françaises, à Raqqa, on ne manque de rien. La vie serait belle. C'est ce que cherche à démontrer Daesh au reste du monde, grâce à des images de propagande tournées par sa propre agence de presse. Sur ces vidéos, réalisées avec d'importants moyens, les enfants semblent heureux. On leur offrirait des glaces et des barbes à papa dans les parcs publics. Le marché du centre-ville serait très joli et bien achalandé. Mais tout cela est mis en scène. La réalité, filmée par une Syrienne, est beaucoup plus sordide. Bonjour, qu'est-ce que c'est? De la nourriture. C'est une distribution pour les pauvres? Oui. Qu'est-ce que c'est? De la soupe. Il n'y a que de la soupe? Oui. On n'a pas le choix. On n'a que ça pour manger. Les habitants manquent cruellement de nourriture. Et pour acheter du pain, il faut faire la queue sur 300 mètres. Rares sont les Syriens qui osent critiquer Daesh. Mais l'un d'entre eux veut dénoncer ses conditions de vie. Daesh réclame des impôts pour tous les services. L'eau, l'électricité, le nettoyage et les communications. Mais en contrepartie, il n'assure rien. Il n'y a pas de salaire, rien. Les habitants de Raqqa sont vraiment lésés, à la fois par le régime syrien et par Daesh. Nous avons peur des bombardements et nous vivons dans la peur. Ce qui nous dérange le plus, ce sont leurs règles religieuses.
Dans les rues à Raqqa, même les enfants les plus jeunes sont enrôlés. La propagande, c'est la nouvelle arme de Daesh. Tout cela est parfaitement orchestré par son ministère de l'Information et son agence de production. Ces vidéos ont ringardisé Al-Qaïda et les messages de Ben Laden dans une grotte. Celle de Daesh semble s'adresser aux jeunes. Ces films ressemblent à des jeux vidéo ou des productions hollywoodiennes. Qualité de l'image, ralenti, bruitage, effets spéciaux, tournage avec des caméras haute définition. Les djihadistes sont présentés comme des super-héros qui gagnent à tous les coups. La superproduction s'appelle Les Flammes de la Guerre. L'agence de production a même fabriqué des DVD avec jaquette. D'autres films s'adressent à un public plus endoctriné. Des candidats sur le départ. La guerre y est filmée avec des drones et à la manière d'un documentaire. الخنازير كانوا مختبئين في التبن قمنا بدعسهم في البي ام بي كلهم شيعة وين هوية؟ Les images sont insupportables et d'une violence inouïe. Toutes ces vidéos se retrouvent sur Internet. Il y a aussi celles tournées par les djihadistes eux-mêmes. Ces images ont été récupérées à Alep par un journaliste français. Ce jeune homme est belge. Avant, subhanallah, on tractait du jet ski, des quads, des motocross, des grosses remorques remplies de bagages, remplies de cadeaux pour aller en vacances. Maintenant, alhamdoulilah, fisabilillah, dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on traque les mourtad, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. On est là. Tu peux filmer ma nouvelle revue. Takbir! Regardez-moi ces mortades, regardez-moi. Allah de Djana, Allahu Akbar. Tire mon frère, tire ces coffres, tire. Ces vidéos, insoutenables et particulièrement choquantes, circulent massivement en France. Nous allons rencontrer l'un des hommes qui les relaie sur les réseaux sociaux. Nous sommes entrés en contact avec lui via un autre faux compte Facebook. Il habite dans une cité de l'Est de la France. Il ne travaille pas et il envisage d'aller en Syrie. Pour lui, nous sommes des candidats au départ, de passage dans sa région pour du business. Nous vendrions des confiseries sous le manteau. À notre grande surprise, il s'agit d'un Français qui s'est converti à l'islam il y a seulement 3 ans. Nous l'appellerons Nicolas. Ça va, la route s'est bien passée? Salam alaikum. Ça va? Masha'Allah. Ça va, Yaqi? Ça va? Bien, alhamdoulilah. L'homme et ses amis radicaux se sentent seuls dans leur département. Nicolas est ravi de nous parler. Il nous prend pour des frères de confiance. Mais sinon, avant, moi j'étais tout seul. Avec les frères de la région, on s'est motivés, on s'est dit faut qu'on se voit, tu vois. On essaie de se voir tous les week-ends, tu vois. Ouais. Mais ouais, ici on n'est pas beaucoup, tu vois. Vraiment pas beaucoup. Après, je sais pas à Paris, je pense qu'à Paris vous êtes plus. Hein. À Paris, on est nombreux. À notre arrivée, dans son appartement, nous découvrons plusieurs drapeaux noirs, notamment celui des djihadistes. Direct, je l'ai vu, j'ai dit, oh, il m'en faut un, parce que j'avais déjà commandé celui-là, et j'ai dit, ah, je vais prendre celui-là. Et où est-ce que tu les as, les vidéos et les photos? C'est des frères qui te les envoient sur Facebook? Ouais, bah en fait, tu vois, il y a des frères qui sont sous le front directement. Parce qu'il y en a, on sait pas s'ils sont au Fil d'Aoula ou s'ils sont en France. Ouais, il y avait un frère de Belgique à qui je parlais, mais là, parce que lui, il est à Kobane, là où il attaque les Turcs, et c'est chaud, et là, en ce moment, je sais pas, ça fait une semaine, il n'y a plus de nouvelles de lui. Et il y en a un autre, Moudjahid, comment ça? Lui, il est sous le front. Bon, au pire, je t'enverrai son lien. Ouais, je veux bien, ouais. Parce que lui, il est directement, il poste les photos et tout, tu vois. Ah, ouais, c'est bon. Lui, ouais, c'est lui qui avait posté, tu voyais des femmes kurdes, il leur avait enlevé la tête. Tu vois, il prenait par la côte, là, j'ai vu une photo, tu voyais la femme, elle était comme ça, normale, en train de faire ça, avec la Kalachnikov, et tu voyais après le frère qui était en train de sa tête comme ça. Ça fait bizarre, tu la vois, tu sais, normal, en train de sourire, après tu vois juste sa tête. Mais après, comme je dis, tu vois, elle est venue pour combattre l'islam et les musulmans. Selon la propagande djihadiste, cette jeune femme combattait Daesh avec les forces kurdes. Ces images insoutenables de torture et d'exécution amusent Nicolas.
En revanche, lorsqu'il voit des vidéos de ses frères morts au combat ou de leurs enfants, cela l'écœure, le rend fou. Moi, je regardais trop de trucs, des vidéos à la fin, tu sais, c'est normal, ça te touche les vidéos, voilà, des enfants se font massacrer et tout, mais après, tu deviens méchant avec tout le monde. Moi, après, je devenais méchant avec tout le monde. Même les jeunes du quartier, je les voyais garer, je leur dis comment tu peux faire ça alors que, tu vois, et c'est pas bon, tu les fais pas venir à l'islam, tu les éloignes, tu vois. Pour ça, tu sais, maintenant, Tu fais tout par téléphone? Ouais, tout par téléphone. Ah, attention, on peut te repérer par téléphone. Ouais, mais j'ai enlevé la géolocalisation. Là, ça se trouve, je suis surveillé, ils peuvent rien faire vu que je fais rien. Maintenant, je connais un peu leur justice. Donc, je sais qu'ils peuvent pas m'incarcérer pour des choses que j'ai pas faites, tu vois. Aujourd'hui, je partage des vidéos ou trucs comme ça, c'est liberté d'expression. Ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est de l'apologie d'actes terroristes, un délit passible d'une lourde peine d'emprisonnement. Le courant passe. Nicolas nous offre le thé. Et il va se confier sur sa récente conversion à l'islam et sa radicalisation. Tu sais, moi j'ai grandi avec des Arabes, un peu, tu vois, bah, ici il y a beaucoup d'Arabes, tu vois. C'est quelle origine, toi? Moi je suis français, tu vois. Et j'étais pas attiré. Et après, en fait, voilà, je me pose des questions et j'ai dit Dieu guide-moi. Et j'ai pleuré sincèrement. Et 2 jours après, j'ai commencé à m'intéresser à l'islam. Et 1 semaine après, j'étais parti à la mosquée faire shahada. Justement, comment ça se passait avec tes parents? Alhamdoulilah, très très bien, frère. Voilà, surtout, ils aimeraient bien que je sois un peu plus modéré, comme ils disaient, tu vois. Ils disent, ouais, pourquoi tu fais pas l'islam modéré, tu vois. Je dis, non, il n'y a pas d'islam modéré. Ils disent, si, regarde les musulmans qui sont au café, tout ça. Je dis, oui, mais je dis, ces gens-là, ils sont, tu vois, dans un égarement. Je dis, faut pas regarder l'islam là-dessus. Je dis, c'est pas ça l'islam, tu vois. Mais eux, mes parents, ils sont focalisés là-dessus. Pour eux, ce sont des bons musulmans, mieux que moi. Parce qu'ils sont intégrés, ils votent et machin, et que moi, je suis dans un truc intégriste, comme ils disent. Tu vois. Ah, bien sûr. Nicolas ne supporte pas les musulmans modérés. Il ne voit qu'une solution, partir. Sur place, près de la moitié des combattants français seraient comme lui, des convertis. Je me désavoue de cette terre, j'ai envie de partir. Hein. Je ne peux plus, moi, ici, tu vois. Il n'y a pas d'islam, il n'y a rien. Quand je vais à la khutba, j'ai limite envie de me lever, de dire à l'imam descend du minbar, tu me fous la honte, tu vois. Mais c'est vrai, tu sais, quand tu l'entends, il y a 2 semaines de ça, j'avais la colère, tu vois. Il fait une khutba. Il faut s'intégrer, il faut être des bons citoyens. L'islam, non, c'est pas avec l'épée. C'est faux, ça. Tu sais, voilà, frère, je voulais me lever dans la khutba, je me dis, descends du minbar, descends tout de suite du minbar. Moi, moi, je suis pas marié, tu vois, j'ai pas des... Là, j'avais fait le passeport, j'étais décidé vraiment à partir. Mais là, dernièrement, là, on va y aller, on va se faire choper à la frontière. Même les frères, là, ils m'ont dit qu'ils sont sous pattes. Ils m'ont dit, là, en ce moment, c'est pas la peine d'essayer en avion, hein. Là, tu te fais choper directement. Là, il y a un frère de à côté, là. Lui, il est chaud qu'on parte en voiture. Il m'a dit, on prend une voiture de location, on la garde, tu vois. Bulletin de guerre, tu vois, on la prend et on part avec, tu vois. Toi, tu te sens près de... Non, pas le race ou le tête. Moi, si c'est des chiites, y a pas de problème, hein. C'est des chiites, avec les vidéos que j'ai vues, ce qu'ils font au slip, ça me pose pas de problème. Et c'est des chiites, franchement, je les égorge comme des moutons, y a pas de souci. Des propos très choquants qui font l'apologie de crimes de guerre et provoquent à la haine. Des délits lourdement condamnés en France. Le jeune homme envisage de partir et il fait la promotion du djihad en relayant des vidéos. D'autres personnes en France fournissent des accessoires de propagande, notamment les drapeaux de l'État islamique. De nombreux sites internet qui en vendaient en France ont été fermés. Un seul continue à fonctionner. Pour découvrir qui se cache derrière ce commerce, il faut se rendre dans une petite ville de province. Les habitants de cette paisible commune sont loin de se douter de ce qui se passe en plein centre-ville, derrière la porte de l'une de ces maisons. Nous avons pris rendez-vous avec les derniers vendeurs de drapeaux sur Internet en nous faisant passer pour des revendeurs intéressés. À notre grande surprise, il s'agit d'une petite entreprise familiale
Un couple. Elle n'était pas très pratiquante. Lui s'est converti récemment. Il n'y a pas d'islam ici après. Ouais, c'est mon opinion après. Ici c'est dur, c'est difficile. Même les musulmans deviennent matérialistes. Chacun pense qu'à soi, son petit confort, sa petite voiture. Pour se dévouer entièrement à leur religion, l'homme et la femme ont décidé de travailler à la maison, de changer de vie. Et toi, tu bossais où avant? Je faisais de l'informatique dans une société de services. D'accord. Mon mari était à la maison. Il tournait en rond. Donc là, c'est le drapeau. Il est assez léger parce qu'en fait, il y a plusieurs utilisations. Nous, on en a dans les chambres au mur. Soit on peut aussi, au moment de certaines manifestations, il faut quand même qu'il puisse voler. En fait. Ouais, pour ça. C'est assez souple. C'est celui que tu disais qui est en rupture de stock. Alors, celui-ci, il en reste encore. Il m'en reste que 14. Ça part super bien. Super bien. Après, il y a aussi le fait qu'on est les seuls en France aussi à le faire. Ah oui, c'est ça. Oui. À notre connaissance, on était 2 en France à le faire. En prison. Et nous, maintenant, on est les derniers. Cela fait 2 ans que cette famille vend ses drapeaux. Vous n'avez pas de problème par rapport au drapeau? Quel problème vous voulez avoir quand il y a un Seigneur derrière nous? Ils sont tellement à cran en ce moment. Même honnêtement, moi ça me surprend. 2 ans d'activité. On pensait qu'ils allaient nous arrêter avant. Honnêtement, on pensait pas. Je dois autant. Tous les matins, je me demande quand je me lève, je me dis est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils nous défoncent la porte? Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à prendre le risque. Ouais. Même de l'acheter quelquefois. J'ai une personne qui travaille au ministère de la Justice, qui m'en a commandé un, et qui m'a dit à ce moment-là, moi je ne vais pas apparaître dans les affiches, parce que je sais qu'ensuite... Attention. Par le courage. Allah Akbar, on s'en fiche, on verra ce qui arrivera. Si pas le Seigneur derrière toi, c'est pas parfois, il n'arrivera rien. C'est vrai qu'à côté de ça, on ne fait pas de prêche, on est discret. Oui, voilà, c'est ça qui joue. Après, c'est un produit comme un autre, peut-être qu'ils s'en rendent compte. Comme je dis, il y a certaines boutiques qui proposent des choses très malsaines dans le drapeau. Il y a même le drapeau arc-en-ciel pour la sexualité, ils se vendent. Voilà, il a pignon sur rue, je vois pas pourquoi un produit dessus et un nombre d'allemans devrait être interdit à la vente. En tout cas, moi, le jour où ils me cassent la porte pour rentrer et qu'ils m'emmènent au poste, c'est ce que je leur dirais. Je leur dirais, je vois pas pourquoi les gays ont le droit à aller au drapeau et moi j'ai pas le droit au mien. Sauf que ce drapeau noir est celui des djihadistes. Ils en ont fait leur emblème. Il se retrouve sur toutes les images de propagande, de massacres et partout dans l'État islamique. C'est même le logo de leur télévision, symbole d'un appel à la haine et à la violence extrême, promouvant les actes terroristes et les crimes de guerre commis par Daesh. Là c'est le blanc. Et le blanc, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas connoté. Donc c'en a une, vous pouvez le mettre en vitrine ou vraiment accrocher à l'intérieur. Donc ça permet de faire le lien éventuellement, les gens peut-être nous demanderont le droit. C'est qui vous demande généralement le blanc? Le blanc, c'est vraiment des personnes plus pacifistes. On va dire ceux qui ont peur du côté terroriste prennent des blancs en fait. Leur commerce fonctionne bien. Aujourd'hui, la famille vend aussi à l'étranger. Tout vous avouez, nous, il y a des fois où quand on l'envoie, on est à perte. Parce que nous, c'est frais pour compris 15 €. Donc quand je l'envoie aux États-Unis, je suis à perte. Mais je me suis dit, j'ai envie que ce drapeau, il voyage sur la terre entière. Et qu'on le commande aux États-Unis, ou qu'on le commande en France, ou qu'on le commande, peu importe, même en Australie. En Australie, pareil, je suis à perte aussi. Donc c'est vraiment, le but, c'est vraiment de rendre service à la communauté. Les pays nordiques, Suède. Voilà. Beaucoup de musulmans, Suède. Suède, et puis et de le répandre, vraiment de le banaliser, de le répandre sur la terre entière. Les pays qui vous demandent le plus? En pays, il y a Londres. On a eu de la Suisse aussi, de l'Allemagne. Mais vraiment, le plus, c'est Londres. Aux Pays-Bas, on a eu aussi. Aux Pays-Bas, on a eu pas mal de Pays-Bas. Je crois qu'il y a eu 300 drapeaux qui sont partis. Ah oui. Un souvenir. Nous repartons avec quelques exemplaires. Bon, on va repartir avec le stock. Paris. C'est l'heure du départ pour notre journaliste surnommée Rachida, recrutée par les réseaux djihadistes sur Facebook. Elle doit se marier en Syrie avec Abba Suleiman, un Français originaire de Seine-Saint-Denis qui combat dans les rangs de Daesh. Nous avons passé de longues semaines à enquêter sur la toile.
Nous avons été en contact avec de nombreux djihadistes en Syrie et des personnes placées sous surveillance en France. Pour l'instant, la police ne nous a pas repérés. Nous allons voir si aux frontières, notre profil est détecté. Roissy, un lundi matin. Mon recruteur m'a demandé de prendre un premier billet pour Istanbul, ma première escale, une destination touristique pour brouiller les pistes. Le contrôle par la police de l'air et des frontières ne va durer que 9 secondes au guichet, montre en main. Pas une question, une formalité. Pourtant, la Turquie est le pays de transit des djihadistes français. Et les parlementaires ont adopté un projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme. Comme de nombreux djihadistes, j'emprunte le même chemin. 3h30 plus tard, me voilà à Istanbul. Sur place, les policiers turcs sont à peine plus regardants. 22 secondes au guichet, et encore une fois, aucune question. Au total, entre la France et la Turquie, moins de 40 secondes de contrôle par les policiers. Je dois maintenant prendre un second vol pour une ville turque, à 40 km de la frontière syrienne. Gaziantep. « 1 300 000 habitants, une ville apparemment paisible où la vie suit son cours. Pourtant, la guerre est à moins d'1 heure de route. Ici, les djihadistes de l'État islamique ont des yeux et des oreilles partout. Quelques jours avant mon arrivée, un journaliste français a échappé à une tentative de kidnapping. Alors pour passer incognito, je me fonds dans la masse, vêtue à la mode turque. J'ai réservé une chambre dans un hôtel. Comme mon recruteur me l'a demandé, je le contacte par Internet dès mon arrivée. T'es au rendez-vous, lol? Ça s'est bien passé? Oui, alors je fais quoi maintenant? Le combattant français avec qui je suis censée me marier me communique 2 numéros, ceux des passeurs. Appelle sur l'un de ces numéros, tu dis « Salam alaikum, Ena, Urt, Min Fransa, Moujuda Fil Fandok » et le nom de l'hôtel. Et ils vont te dire comment faire. Salam alaikum. Au téléphone, je donne la phrase clé. Moujuda fil Fandok. I'm in the Gaziantep hotel. How many people? One. Just me. Okay, sister, you want today, inshallah. Tomorrow in morning, call me, okay? Okay. In 9 o'clock, call me, okay? Inch'Allah. Je ne rencontrerai pas les passeurs ce soir. J'apprendrai plus tard qu'ils appartiennent à l'État islamique et qu'ils préfèrent ne pas se retrouver seuls avec une femme qui n'est pas mariée. Le lendemain, j'appelle à nouveau. Allô? Salam alaikum. Sister, now, you speak French, yeah? Sorry? You speak French? Yeah, I speak French. تمام. It is sister in hotel in Gaziantep. You and it is sister must go to Urfa. Okay. Salam alaikum. Le passeur m'a donné le numéro d'une autre candidate au djihad, hébergée dans la ville. Allô, salam alaikum. Salam. Salam ma sœur, je suis Rachida. Et en fait, je t'appelle parce que j'ai eu contact avec nos frères. Et ils m'ont demandé de t'appeler là, ce matin. Comme moi, elle est française. Ouais. Ça va toi? Ouais, j'avoue. Là, t'es toute seule? Ouais, moi aussi, je suis toute seule. T'es à quel hôtel? Elle me donne rendez-vous dans sa chambre.
À toute seule, Inch'Allah. Sur le trajet, je suis un peu stressée. Qui est cette femme qui a choisi de quitter son pays pour rejoindre l'État islamique? Bonjour. Je viens voir mon amie française qui occupe la chambre 305. Merci. L'autre candidate au djihad apparaît. À première vue, elle est souriante, mais me semble jeune. Elle m'avoue avoir eu quelques difficultés à son arrivée. Je galère, mais quand je suis venue, what is, puis moi qui parle à moi, je suis anglais, what is, chambre, what, et tout, ils m'ont donné une chambre à 2 places. Laisse tomber, 50 € la nuit, c'est trop cher. L'année, je comprenais même pas, là, je me suis retrouvée à aller dans le restaurant, de descendre en bas, un coup fait. Mais t'avais regardé un petit peu ou... Non, mais pas, c'est quoi? Ouais. Elle est arrivée hier dans cet hôtel 4 étoiles recommandé par son recruteur. Elle aussi doit se marier. Et dès le début de notre conversation, elle me donne une information stupéfiante. Tu as quel âge? J'ai 15 ans. Ah ouais, donc ils t'ont pas saoulé à l'aéroport ou là? Ils ont pas capté, parce que là, quand j'étais achetée de ma sœur, elle a 27 ans. Parce que pour une meuf de 27 ans, comme moi, je Et ils ont pas fait gaffe. Juste qu'ils regardent vite. Ouais, j'avoue, moi aussi, ils font ça. Tiens. Après, Zarma, moi, j'ai voulu lui sortir le billet, le nen. Et il m'a dit, va, passe. À Istanbul ou là? Et en France? En France. J'étais pas en France. Et voir, ils en ont rien à foutre, je te jure. Moi, j'étais en... La jeune fille a volé la carte d'identité de sa grande sœur de 27 ans. À seulement 15 ans, elle a déjoué tous les contrôles. Elle te ressemble? Bah, un peu, tu vois. Ah ouais, un peu, ouais. Ah, c'est pas non plus... C'est pas direct, tu vas la voir, tu vas dire, ah ouais, non, comme... c'est pas... En plus, tu vois, j'avais mon hijab comme ça et tout, tu vois. Ça n'a rien à voir, attends. Moi, t'as vu comment je suis T'es blanche et en plus, elle est un peu plus mature. Regarde mon grain de beauté. Là, je me suis dit, bon, t'es pas encore ça. Je veux dire quoi? Je veux dire, j'ai mis du contexte sur la photo hyper en vrai et tout. Et bref, ils n'ont rien capté du tout. Allah, il les a aveuglés. Et après, bref. Elle-même s'étonne du manque de vigilance de la police aux frontières. Cela est d'autant plus surprenant qu'elle m'apprend qu'elle est sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire. La jeune fille a déjà tenté de rejoindre la Syrie il y a 1 an, mais les services secrets surveillaient ses conversations sur les réseaux sociaux et ils l'avaient interceptée. Eh ben, ils m'ont piraté mon compte Facebook. Mais moi, je me lâchais en privé. Je disais clairement, ouais, je veux y aller, nanani, nanana. Et bref, ils sont restés 6 mois sur mon compte. 6 mois. 6 mois pour que je dise, parce qu'après, en fait, je parlais encore avec un autre frère. Je disais, ouais, je veux venir et tout et tout. Et genre, après, c'était lui qui devait me payer le billet parce que j'avais pas d'argent. Et il m'a dit, ouais, je te paye pour quand? Je lui ai dit, ouais, pour samedi. Genre, on était lundi, un truc comme ça. Et tu sais quoi, ils m'ont convoqué jeudi. Ah ouais. Ils ont vraiment attendu le moment juste avant que je parte, tu vois. Soudain, son téléphone sonne. Allô? Au bout du fil, son futur mari qui ne lui donnait plus de nouvelles. Là, je suis avec la sœur, elle vient d'arriver. Ah, y'a pas de souci. Vas-y, je vais parler avec la sœur, après tu me rappelles ou je te rappelle. Ouais, vas-y, ça mec. Franchement, il m'a rassuré. Il m'a dit, moi, tu vas pas au Macar, je viens te chercher, je te ramène chez un frère que je connais, tu vas rester avec sa femme. Après, c'est quoi? Il m'a dit quoi? Direct quand t'arrives, on se marie. Je dis, mais ça va pas tout, quoi. Moi, j'arrive, je me relaxe, tranquille. En plus, je ne sais même pas encore épiler. Et après, je lui dis non, moi j'attends quelques jours. Après, t'appelles mon père. Tu sais, le temps qu'il déjà, mon père il digère que je suis au CHEM. T'imagines direct, ouais. Ah, il va demander l'autorisation. Ouais, quand même. Ici, il veut pas ton père. Ben, si mon père il veut pas, il faut voir la raison pour laquelle il. De toute façon, sa raison elle va pas être valable. Ça va être plus que ça, mon jahil. C'est pas une raison valable. Et en islam, quand le père il refuse avec une raison non valable, ben, sa tutelle elle saute pour ce truc-là. Donc après, ben, je me marie quand même avec lui. Faut voir s'il te plaît aussi. Face à autant de naïveté, je tente de lui faire peur. Je lui dis que son futur mari ne sera peut-être pas celui qu'elle croit. Si t'es pas marié, bah du coup ils vont te marier à des gens que tu connais pas, qui soient des Turcs, des Saoudiens, soit des qui parlent pas français quoi. Je ne cesse aussi de lui répéter que là-bas c'est la guerre,
mais elle est déterminée et fataliste. Après, alhamdoulilah, on est un martyr. Ouais, alhamdoulilah, mais c'est vrai que tu te dis, voilà, faut se mettre en... Non, laissons moi j'ai une crise cardiaque. Rien n'y fait, elle s'accroche à la vie de rêve qu'on lui a dépeint sur Internet. Je sais pas, je lui dis, ouais, où les sœurs elles sont, il n'y a rien du tout, elles sont en protection, elles sortent, elles font leur shopping en nuit, et ils ont dit, ouais, on va construire comment ça s'appelle, genre un magasin que pour, tu vois, une grande surface quoi, que pour les sœurs. Tu sais, je voyais plein de trucs comme ça, je me suis dit, au milieu, c'est tout clean, c'est tout bien, c'est juste autour. Donc voilà. Enfin, franchement, tout ce que je voyais, je me disais, alhamdoulilah, et tu sais, ils font des écoles et tout, vraiment, masha'Allah. Moi, je m'occupe des hijra, celles qui veulent faire la hijra, je leur donne tout mon hume. Enfin, je sais pas, moi, je fais quelque chose pour la hijra. Elle est tellement convaincue qu'elle s'imagine déjà recruteuse pour faciliter la hijra, la venue des femmes en Syrie. Je tente une nouvelle fois de lui faire prendre conscience qu'elle ne pourra pas faire demi-tour. Tu sais, mais le problème, c'est comment on peut revenir si ça nous plaît pas, quoi. Tu prends ton argent, tu bouges. Je sais pas. T'as pas le permis? Si, j'ai le permis. Bah voilà, tu peux une voiture, tu peux. La jeune fille est pressée de s'en aller. Je lui demande d'être patiente. Je lui fixe rendez-vous 2 heures plus tard. Mais lorsque je reviens à l'hôtel, elle est déjà partie. A priori, comme les autres Français, elle aurait pris un bus pour Urfa, une autre ville turque. Puis à Tchakale, à la frontière. C'est là-bas que les passeurs avec qui nous étions en contact font passer leur nouvelle recrue. De l'autre côté de ces grilles, c'est la Syrie. Depuis la fin de notre enquête, nous avons eu confirmation que la jeune fille de 15 ans a passé la frontière pour rejoindre les 80 Françaises déjà présentes dans l'État islamique. Elle serait aujourd'hui à Raqqa. Une enquête pour détournement de mineurs par un tiers a été ouverte. Nous avons aussi appris qu'elle était pourtant fichée depuis le mois de mai par les services de renseignement. Quant à notre profil Facebook, Rachida Bouhid, il n'a pas été supprimé par les autorités. Nous avons décidé de le fermer. La plupart de nos contacts ont recréé des profils sous d'autres identités. La propagande, elle, s'amplifie de jour en jour. Les marchands de drapeaux, eux, continuent leur commerce sur la toile. Chaque semaine, de nouveaux candidats au djihad du monde entier quittent leur famille pour grossir les rangs de Daesh, cette armée qui fait trembler la planète.